Je vais vous donner une brève conférence impressionniste. Impressionniste parce qu'en 15 minutes, je vais simplement semer quelques questions de départ qui vont être comme dans vos têtes en m'écoutant. Et je vais faire une brève promenade à l'intérieur de cet univers magnifique des dessinatrices de bande dessinée au Québec pour ensuite, avec vous, répondre à ces questions. Alors évidemment, la première question angoissante, pourquoi y a-t-il si peu de femmes en BD? Grosso modo, elles sont entre 4 et 5 %, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors le premier grand point, les obstacles. D'abord, les stéréotypes à propos des femmes. Nous-mêmes, comme femmes, nous les avons en nous, nous les portons en nous. On le sait ou on s'en rend plus ou moins compte, mais ils sont vraiment profondément en nous. Et pourquoi? Deuxième point, parce qu'il y a vraiment un très gros problème entre l'humour et l'image de la femme. Depuis que nous sommes toutes petites, nous regardons des images humoristiques, la plupart du temps créées par les hommes. Et qu'on le veuille ou non, ces stéréotypes nous imprègnent. Petites filles qui devenons jeunes filles et qui devenons femmes. L'humour des femmes, combien de fois n'a-t-on pas entendu, mais c'est pas drôle? Ben pauvre toi, nous, on trouve ça drôle. Et comment y arriver? D'abord, être une femme dans le milieu des comics et des cartoons, c'est à peu près comme être un chien dans un jeu de quilles. On en reparlera. Être féministe dans un milieu d'hommes, extrêmement difficile à vivre. Tu as l'impression tout le temps qu'il y a une espèce de combat, de guerre, que les gens devant toi, qui sont des hommes, te perçoivent comme une guerrière, comme une combattante, ce qui est évidemment assez faux. Une des raisons, une des façons d'y arriver, c'est vraiment de rester soi, c'est facile à dire. Et qu'est-ce que c'est que l'humour engagé des femmes? C'est un langage qu'on a en dedans de nous, et vous verrez surtout à notre époque, ça sort, ça jaillit. Alors, si tu veux commencer. Donc, on va aller quand même assez vite. La première BD dessinatrice au Québec, elle s'est développée dans le journal La Patrie. Elle s'appelait Yvette Lapointe. Puis elle a eu le grand honneur de faire un strip pendant 3 mois. L'histoire ne dit pas pourquoi ça s'est arrêté au bout de 3 mois. On va continuer tout de suite. Et c'était l'histoire d'une maman avec ses petits. Les quotidiens québécois ont innové très, très vite. Au départ, on a eu des bandes dessinées pleines pages et ensuite des pages enfantines, dont la plupart sans doute étaient créées par des femmes, mais malheureusement de façon anonyme. Il y a eu une seconde BD dessinatrice après la première que nous venons de voir, Nicole Lapointe, qui était dans une revue qui s'appelait Claire pour les femmes de ma génération, la revue des jeunes filles. Et à part les images pieuses, il y avait quand même une personnalité différente qui était Janie, hôtesse de l'air, mais ça s'est interrompu. Madame Lapointe a changé de nom et est devenue chanteuse. Ce n'est qu'avec l'époque des années 70, la première vague féministe, qu'on peut véritablement parler de bande dessinée faite par les femmes. Au milieu des années 70, des revues pour femmes, dont Châtelaine, ont fait appel à des femmes. Et peut-être que je suis la première BD dessinatrice féministe du Québec. Donc, j'ai eu l'honneur pendant 2 ans de publier, des BD. Alors, je vais vous le lire, je suis désolée, mais voilà. Mon Dieu, que ça me ferait du bien de me trouver une petite job. Madame ou mademoiselle, que fait votre mari? Combien gagne-t-il? Avez-vous des enfants? Vont-ils à l'école? En voulez-vous d'autres? Êtes-vous enceinte? Avez-vous des règles douloureuses? Alors ça a été publié en 1976 et je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, il y a 1 mois, à l'Université Laval, il y a eu un gros scandale parce qu'on posait des questions assez invasives aux dames qui voulaient faire partie du personnel. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, que les choses ne changent pas. Alors, bon, après cette aventure de Châtelaine, il y a eu André Brochu, il y a eu d'autres dessinatrices dans Châtelaine. Il y a eu la première revue professionnelle de bande dessinée, Croc. Et dans cette revue, qui a duré
de nombreuses années. Vous voyez quand même presque 20 ans. On peut dire qu'il y a deux noms de femmes qui ressortent. La première, Lucie Faniel, tu peux y aller, avec une BD assez intéressante où la jeune femme, Fanny, était face à des hommes qui étaient tous des animaux. La deuxième femme, Caroline Mirola, a fait beaucoup de BD à cette époque-là. Bon, Lucie Faniel s'est tournée vers le dessin d'enfants, le dessin pour enfants. Caroline Mirola mettait souvent en scène des femmes intéressantes, mais aussi beaucoup, beaucoup d'hommes. Même sur sa page couverture d'un de ses albums, c'est un personnage au sexe indistinct, mais ça ne nous frotte pas que ce soit une femme. On continue. La revue qui fera vraiment connaître les BDistes femmes, il y a eu plus d'une vingtaine de dessinatrices, ça a été La Vie en rose dans les années 80. Obom, Diane Obonsawin, a commencé d'abord dans les fanzines, mais tout de suite après, elle a eu une place privilégiée dans La Vie en rose. Alors, on s'attarde un peu plus à ce dessin parce qu'on est vraiment dans la BD féministe. On balbutiait jusqu'à présent. Et Obom s'est imposée vraiment comme une auteure exceptionnelle avec cette mère de famille qui en a plein les bras. Bon, ça, c'est moi qui ai eu encore là l'honneur de faire des caricatures dans le journal Le Soleil. Et là encore, qu'on me contredise, mais j'ai l'impression que j'ai été en fait la seule femme à faire de la caricature au Québec jusqu'à présent. Espérons que les choses vont changer. Ça, c'est un dessin. Bon, alors moi, j'ai changé aussi de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde a obliqué. Obonsawin fait maintenant beaucoup d'animation. Moi, je suis devenue prof et j'ai quitté la BD, sauf que, bon, j'ai eu un petit écart. En 2001, j'ai eu la chance de faire la page couverture de la revue Recherche féministe. Et on m'avait donné comme mandat de parler des femmes autour du monde. Alors, j'ai fait une espèce de métaphore de la carte du monde avec des femmes qui se tiennent par la main. Vous remarquerez le Québec qui est plus grand que les autres. Alors, parallèlement à l'édifice officiel, d'autres signatures vont apparaître, dont la très grande Julie Doucette, qui a été nommée par la revue Beaux-Arts comme une des plus grandes artistes du 20e siècle, et pour cause. Elle a commencé dans le fanzina. Julie Doucette, maintenant, ne fait plus de BD, elle fait des collages. Et bon. Alors, elle avait une façon très particulière de... Sa relation avec le texte et l'image était particulière. C'est une francophone qui publiait en anglais, mais elle a, même dans son titre, le fameux titre Dirty Plot, il y a déjà un jeu de mots entre le français et l'anglais. Alors ça, c'est une case qui est tirée de son fameux Dirty Plot, une de ses grandes œuvres, qui d'ailleurs vient d'être réédité chez Loi de Cravant, un ouvrage qui fait le tour de sa carrière en BD. Et Julie a été, je crois, corrigez-moi si je me trompe, une des premières à se mettre en scène dans une BD au Québec. Alors c'est Julie qui est là, et qui est dans une scène anthropomorphique où finalement les objets parlent, les objets s'animent. On pourrait croire qu'elle est sous l'effet des drogues, mais ça va plus loin que ça. Toute une analyse sur la BD underground à faire, ça peut changer. Dans le même fanzine qui s'appelle Dirty Plot, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a une BD qui s'appelle Missing, que je vous recommande, qui est une œuvre prodigieuse sur Julie, bon, toujours son jeu, qui se transporte dans un métro, alors le jeu de mots avec l'underground. Elle est donc dans son univers, un univers clos, et c'est le rapport de la femme avec la solitude de la grande ville. Elle va perdre successivement 3 personnes dans le métro. Elle perd sa meilleure amie, elle l'égare, donc la perte de l'amitié, la solitude. Elle perd un de ses bons amis qui va glisser sous le métro, et finalement, par le téléphone, alors c'était l'époque où il n'y avait pas de cellulaire, donc elle décroche le téléphone mural du métro, et là, il y a une rupture sentimentale. Donc les 3 pertes, une très belle métaphore
de la vie solitaire dans la ville. Deuxième grand joueur dans le monde de la bande dessinée québécoise, la revue Safarir, qui pourrait gagner le prix de la revue qui a eu le moins de femmes en 30 ans, c'est-à-dire une. Alors, on pourrait lui donner un prix. Et cette femme, elle s'appelle Lynn Arsenault. À la suite de Mérola, elle a publié plusieurs albums. Mérola en a publié 6 et Lynn Arsenault en a publié 9. Alors, levons notre verre à Lynn Arsenault, qui est la seule, depuis toutes les femmes dont je vous ai parlé, elle est la seule qui fait encore de la BD. Toutes les autres ont changé de métier. On se posera la question ensemble, pourquoi. Et elle publie donc à compte d'auteur des petits... On va tout de suite aller voir les images, voilà. Des petits personnages assez étranges. C'est une femme qui ne met jamais de femme en scène. Mais elle met des êtres qui sont tellement abstraits qu'en fait, ça pourrait être n'importe qui. C'est à quel âge la vie? Ça, c'est la page couverture d'un de ses albums. Puis si on regarde l'autre, elle a fait c'est des scénettes, mais c'est quand même de la bande dessinée. Alors, cette année, c'est mon père qui fait la mère et c'est ma mère qui fait le père. Beaucoup d'ambiguïté aussi sur sa façon, finalement, d'intégrer le personnage féminin. Alors, elle a une grande explication compliquée à ce sujet, mais nous, on reçoit ça, puis on peut, nous aussi, interpréter l'œuvre, non seulement, pas laisser à l'artiste le soin de l'interpréter. Avec le 21e siècle, arrivent de nouvelles façons de travailler, dont le web. Alors, grande question, comment se fait-il que les femmes soient si présentes sur le web pour beaucoup de raisons, dont, entre autres, qu'il n'y ait pas de comité de rédaction qui filtre leurs œuvres, donc elles sont les bienvenues, forcément. Et cette nouvelle génération, je crois, nous apporte de grands changements, autant au niveau des types de personnages qui sont mis en scène que, espérons-le, d'une poursuite de carrière, donc, et non d'une interruption de carrière dans la trentaine, parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, que tu n'y arrives pas dans le monde de l'île. Certains auteurs donc, se sont tournés vers l'animation, Obom Sawin en est une, mais elles conservent toujours un pied dans la BD. Par exemple, certaines de ces BD ont été mises en dessin animé, donc ici par là, qui raconte sa vie d'enfance. Et la deuxième, sa dernière œuvre, Unloving Women, en français J'aime les filles, qui vient de sortir un dessin animé que tout le monde peut voir sur le site de l'ONF. Alors voilà, Obom Sawin, moi j'avais un personnage féminin qui avait pas de nom, puis qui n'avait pas de véritable identité, parce que parfois elle était grosse, parfois elle était maigre, parfois elle était jeune, parfois elle était... Bon, donc un peu de flou. Chez Obom, là encore, tu as des personnages féminins, mais qui sont en fait... c'est pas non plus des animaux, ni des moustiques, c'est une espèce de... Ce sont des personnages. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est très fascinante, mais là encore, c'est comme si, comme femme, on avait de la difficulté à habiter la femme, le personnage de femme. C'est assez intéressant d'ailleurs. Il y aurait toute une analyse à faire. Donc, continuons, parce qu'il faut vite. Et les choses s'accélèrent. Effectivement, il y a un programme de bande dessinée qui vient de commencer en 1999 et qui va donner naissance à une nouvelle génération de femmes en bande dessinée, dont Iris, qui s'appelle Iris Boudreau-Jeannot, qui a commencé dans un blog. Alors maintenant, c'est la nouvelle tendance. On commence dans un blog, les femmes vont commencer dans un blog. Ensuite, les éditeurs les voient et les publient en livre. Alors, ce qui est arrivé avec Iris. Oui. Iris est aussi tendance à cause de son cheminement dans l'autobiographie, dans la possibilité de se raconter soi-même, dans une espèce de style au départ très esquisse, presque enfantin, un dessin presque, mais en fait d'une grande maîtrise. Et donc, elle a eu quelques albums. Son dernier, La liste des choses qui existent. Elle fait une BD avec Caton. Elle en est à son deuxième album, 2013-2015. Donc, vous avez remarqué que la première génération de femmes qui ont fait de la BD au Québec ont toutes abandonné le domaine. En 2005, La Vie en rose a publié un hors-série où on a pu voir, entre autres, l'évolution d'André Brochu,
Alors ici, c'est l'épineux chemin de la féminité. On ne peut pas imaginer une plus belle illustration du stéréotype. Et ça, j'ai commencé ma conférence avec ce dessin-là qui parle. Alors, Brochu a cette capacité de rendre une situation complexe de façon tellement imagée, métaphorique. On comprend. C'est pas besoin de mots, c'est un sans-texte. Quant à la nouvelle génération, il y a certains noms qui se démarquent, mais ça va tellement vite qu'il y en a de nouveaux là, qui apparaissent. Je veux dire, c'est vraiment, ça va très, très vite. Zviane, entre autres, qui travaille en collaboration avec Iris. Ils ont fait plusieurs œuvres ensemble. Et elle a commencé dans un style assez rapide, mais tranquillement, son style se raffine, s'affermit. Elle a signé plus de 12 albums. Alors, c'est son autoportrait, mais ça résume bien son style. Donc, voilà, c'est un de ses premiers albums, La plus jolie fête du monde, de Zviane. Zviane est aussi musicienne et ses derniers albums associent la musique et la BD dans Les Deuxièmes, qui est une BD sur les rapports amoureux. Je vous le conseille. Il y a plusieurs nouvelles têtes d'affiche, dont une scénariste, donc il faut en parler, il n'y a pas que des dessinatrices. La scénariste des Nombris, c'est une série culte qui met en scène 3 jeunes filles avec le nombril découvert, ce qui fait que ça s'appelle le Nombris. Donc 3 petites, comment dire, des ados un peu en révolte. Et ils ont commencé dans Safaria, mais maintenant ils sont en Europe avec la revue Spirou. Et ils en sont à leur 9e album. Donc, voilà les 3 petites garces qui se font des vacheries les unes les autres. C'est la nouvelle mode. Alors, Enfin, quelques artistes profitent de la manne qui existe en Europe, parce qu'ici, évidemment, les lecteurs sont moins nombreux, donc il y a moins d'éditeurs. Alors, entre autres, Julie Rochelot, qui a tracé les dessins d'une bande dessinée scénarisée par une autre personne, Fantomas, et c'est elle qui signe l'album que Madame a montré tout à l'heure, Betty Bob, qui est scénarisé par Véro Caso. C'est l'histoire sans parole d'une femme qui subit une mammectomie et qui va transformer son expérience à travers le burlesque. Évidemment, il y a un clin d'œil à la chanteuse des années 30, en fait, le personnage de bande dessinée Betty Boop, qui a fait scandale à l'époque parce qu'elle était trop lascive pour les lecteurs de l'époque. Donc, elle a été interdite. Caroline Allard, pour sa part, elle aussi scénariste, a conçu les chroniques d'une mère indigne qui ont été illustrées par d'autres dessinatrices. Alors voilà un dessin de Rochelot et un autre tiré de Fantomas. C'est une dessinatrice extraordinaire. J'ai le goût de dire, et j'attends qu'elle scénarise elle-même, mais bon, on verra bien. Et finalement, Chronique d'une mère indigne. Je pense que tout le monde connaît la thématique, illustrée par une autre, mais scénarisée par une québécoise. Alors voilà. Disons, après les autres conférences, on échangera. C'était rapide, mais j'espère que ça vous donne du coup d'en lire beaucoup.